Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Les boutiques de cannelle de Bruno Schulz. Nouvelle lecture ce soir les amis, on entame un nouveau cycle, ça fait une petite semaine que j'ai fait une pause dans les lives, mais me revoici, on reprend de plus belle. D'ailleurs, si vous nous regardez en rediffusion sur YouTube, n'hésitez pas à checker la description de la vidéo, il s'y trouve des timecodes vous permettant de passer l'introduction que je m'apprête à faire, ainsi que les pauses lors de ma lecture. Ce soir on entame donc une nouvelle lecture, Bruno Schulz, à chaque fois j'ai envie de dire Bruno, parce que il est d'origine polonaise si j'ai bien tout compris, et je sais pas, ça me vient comme ça naturellement, enfin bon, bref. Du coup, Bruno Schulz, Les boutiques de cannelle, un auteur que je n'ai jamais lu, une œuvre donc que je n'ai jamais lue, et en fait, grosso modo, cette œuvre, je l'ai dans ma mémoire parce que mon professeur préféré à l'université l'avait chaudement recommandé. Je me rappelle qu'il avait décrit une scène notamment avec un chien, avec un chiot a priori, et il disait que c'était du pur génie. Bref, on verra ça ensemble, on verra bien si ça nous plaît ou non. Je me suis procuré l'ouvrage et on va, voilà, on va se préparer à lire ça doucement. Il est très bizarre l'effet du titre, un peu dédoublé, un peu désaxé, mais ça rend pas mal. Je sais pas du tout à quoi on va pouvoir s'attendre. Là, des petites infos que j'ai eues comme ça, que j'ai regardé sur internet ou que j'ai lu en quatrième de couverture, etc., etc. Bruno Schulz, en gros, c'est un auteur du XXe siècle. Il était donc voilà de langue polonaise, mais il venait de Galicie, etc. J'ai pas tout compris. C'était un peu trouble en cette époque, les délimitations des pays, je pense. Donc voilà, voilou. J'avoue que je sais pas du tout de quoi parlent les boutiques de cannelle. Ça va être une vraie découverte. Tout ce que je peux vous dire, c'est que il s'agit d'un recueil de nouvelles. Et du coup, je vais faire une découpe un petit peu spéciale. J'ai un peu checké en amont dans l'après-midi justement quelles nouvelles pouvaient être intéressantes à faire ensemble parce que il y a des nouvelles qui sont reliées les unes aux autres, notamment Les Mannequins qui est relié au traité des mannequins ou la seconde Genèse qui est relié à la fin du traité des mannequins, ça me semble logique. Donc voilà, pour que ces trois nouvelles précisément je puisse les lire lors du même live, j'ai décidé du coup de faire a priori 4 lives sur cette œuvre. Donc on fera ce soir la lecture de Août, la visitation, les oiseaux, puis on fera le cycle des mannequins mardi, vendredi d'après on fera Nemrod, Monsieur Charles, les boutiques de cannelle, et enfin vendredi, si je dis pas de bêtises, non mardi, on terminera donc sur la rue des crocodiles, les cafards, la bourrasque et la nuit de la grande saison. À savoir qu'il y a des textes supplémentaires dans cette édition qui ne sont pas des boutiques de cannelle. Alors est-ce qu'on les lira en bonus? Je ne sais pas, ça sera un peu à vous de me dire si vous avez apprécié la lecture, pourquoi pas. Donc du coup les textes, La République des rêves, La comète, La patrie, La mythification de la réalité, et ensuite des interviews et des lettres de Bruno Schulz. Donc voilà, ce sont autant de potentialités qui s'offrent à nous, autant de possibilités pour l'élève à venir. En tout cas, a priori, je pense qu'on va partir pour au moins 4 lives de lecture sur ce recueil de nouvelles, quitte à ce que ce soit des lives un petit peu courts, parce que voilà, les nouvelles que j'ai prévu de vous lire ce soir, par exemple, font 10 pages plus ou moins, donc je pense qu'on en aura assez vite terminé. Mais, je rappelle aux gens qui nous regardent en rediffusion sur YouTube, que là pour l'heure je suis en live, donc j'accueille avec plaisir mes viewers, bonsoir, bienvenue sur ce live Zikael So Famous, et bienvenue, bonsoir, une fine. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était croisé, une fine, ça me fait plaisir de voir que tu viennes faire un petit coucou. Bonsoir à tous les deux, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien si vous nous regardez aussi en rediffusion sur YouTube. Du coup, la dernière fois, on avait lu... la dernière œuvre qu'on a lue ensemble avant que je ne fasse cette pause, c'était donc Columbus, le voyage sans retour de Damien Allemand, qui a été une bonne surprise. Ça a été très cool de faire ça avec lui. Grosso modo, c'est un auteur qui m'a envoyé son œuvre et qui m'a demandé si je pouvais lui lire, donc c'était très cool. Très bonne découverte. Maintenant, on va partir plus
sur ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire des espèces de grands classiques de la littérature. Alors là, je sais que Bruno Schulz, c'est peut-être un peu plus confidentiel, c'est peut-être pas un auteur très très connu et reconnu surtout. Mais ouais, moi je sais que dans mes études de lettres, du coup, on l'avait recommandé. D'ailleurs, une fois qu'on aura lu les boutiques de cannelle, je me projette pas trop loin, mais une fois qu'on aura lu les boutiques de cannelle, j'ai fait une commande, donc on aura d'autres textes à disposition. On aura peut-être la première lecture d'une pièce de théâtre. Je sais pas encore si je vais oser le faire, mais ça serait Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. Sinon, j'ai commandé également une œuvre de Franz Kafka. On avait déjà lu La Métamorphose ensemble et ça vous avait bien plu et moi ça m'avait beaucoup plu aussi, mais j'étais un peu resté sur ma faim vu qu'on a fait qu'un live dessus tellement c'était court. Donc j'en voulais plus de Franz Kafka, je voulais découvrir cet auteur et du coup je me suis tourné sur Le Château. Je crois que j'ai pris Le Château. J'hésitais entre Le Château ou Le Procès, et je crois qu'au final j'ai pris Le Château. Voilà voilou, et sinon je pense aussi que dans ma bibliothèque, il y a en ce moment le sofa Ah mince, comment il s'appelle? Oh, j'ai un brain fart, j'ai un trou de mémoire. Le sofa de Crébillon, voilà, le sofa de Crébillon, qui me fait un peu de l'œil ces temps-ci, que j'ai bien envie de relire. Donc peut-être, voilà, peut-être que parmi les œuvres que je viens de vous citer, il y aura les prochaines lectures en live. Sinon, bah voilà, je reviens de la pause, donc on va reprendre le cours normal des programmations, j'ai envie de dire, à savoir le mardi et le vendredi à 21h, live de lecture, le dimanche à 21h, live de découverte sur l'univers de League of Legends, et le mercredi de 13h à 16h, une petite portion de gaming, et vraisemblablement ça sera beaucoup tourné sur Sea of Thieves. Vous savez que c'est un jeu que j'ai à cœur et voilà. C'est un peu le créneau de la semaine sur Sea of Thieves, quoi. J'ai du mal à m'exprimer, ça me fait toujours ça, c'est très drôle. Hein. C'est très bizarre comment on peut perdre le rythme ultra vite. J'ai live je ne sais combien de live pendant une durée assez longue et de manière assez régulière, etc. Ça s'est très bien passé. Et au final, là, de revenir après même pas une semaine, ah si, ça fait plus d'une semaine quand même. Mais bon, de revenir après une semaine, bah je suis déjà tout troublé et je galère déjà de ouf. Mais bon. Mais bon. Mais bon. Nous verrons comment ça se passe. L'important c'est que la lecture se passe bien. Je vais essayer de faire de beau mieux. Même si j'avoue j'ai ultra peur. Je sais pas, vu que c'est un auteur que je connais pas, etc. J'appréhende beaucoup. On verra ça. Une fine qui nous dit Cyrano de Bergerac, c'est pas le meilleur en tant que pièce de théâtre. Si tu veux des conseils de pièces, tu sais où me trouver. Ah bah, une fine, n'hésite pas à proposer si tu as des idées, mais c'est vrai que des lectures de pièces de théâtre, j'hésite vachement à faire ça parce que voilà, ça change vraiment de lecture de romans, de nouvelles, de poésie. C'est vraiment une autre discipline pour le coup, je trouve. Donc ouais, je me tâte beaucoup, surtout que je pense que je le ferai sous le mode de la lecture et pas sous le mode du jeu. C'est-à-dire que je me vois pas, voilà, je suis pas acteur, je me vois pas commencer à faire l'acteur là devant la caméra. Donc ça serait vraiment une expérience un peu spéciale. Donc voilà, je me tâte beaucoup là-dessus, mais c'est une possibilité que je garde sous le coude parce que ça m'intéresse. Et pour le coup, je vais aller à ton encontre une fine. Pour le coup, Cyrano de Bergerac, je l'ai déjà lu plusieurs fois. Et au contraire, si j'ai envie de commencer par cette œuvre en live, c'est parce que je la trouve génialissime personnellement. Mais bon, après, ce sont les goûts et les couleurs, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que Cyrano de Bergerac, c'est une pièce que je porte dans mon cœur. Oui, j'en profite du coup, vu que j'ai fait une petite pause. Je vois qu'il y a eu des follow pendant que j'étais off. Donc merci pour ton follow, Casillas12. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Et putain, c'est ouf comment j'ai du mal. C'est ouf comment j'ai du mal à revenir dans l'animation du live, quoi. C'est terrible. Zikael, ah merde, je m'attendais à te voir déguisé avec des collants. Ah non, malheureusement, Zikael, il faudra aller à d'autres soirées pour cela. Euh... en vrai, ça me fait marrer en plus de me déguiser et tout, mais même en soi, les pièces de théâtre, ça me fait marrer. J'aime bien jouer, entre guillemets, je l'ai pas fait souvent, mais je l'ai fait à l'école, comme je pense beaucoup d'entre vous. Et ouais, ça me fait marrer, mais je sais pas. Je l'appréhende pas de cette manière pour les lives, en tout cas. Sur ce,
Je vous invite à prendre à boire, à manger, chers amis, à vous détendre. On va bientôt partir pour la lecture. Je vais essayer de pas faire trop long dans l'intro et dans les pauses ce soir, puisque, comme je l'ai dit, les nouvelles étant longues, bah, j'ai pas envie que le live ait plus de blabla que de lecture. Donc voilà, je vais essayer de faire court. Santé à tous, chers amis. Une fouine, lecture à l'italienne, terme technique de la lecture normale d'une pièce de théâtre. Ah, merci une fouine pour ce terme. Je l'avais appris à l'école à l'époque, mais c'est vrai que je m'en rappelais pas forcément. Mais d'ailleurs, c'est pour ça aussi que je me tâte beaucoup à faire des pièces de théâtre, parce que ça m'intéresse, et parce que aussi il y a eu un courant justement d'auteurs, de dramaturges, qui disaient que leurs pièces étaient faites pour être lues. Notamment, je pense à Alfred de Musset, si je dis pas de bêtises, qui a écrit On ne badine pas avec l'amour. Et lui, Alfred de Musset, enfin voilà, clairement disait qu'il l'écrivait pour être lu et non pour être joué. En tout cas, que c'était pas la vocation première. Donc ouais, je me tâte beaucoup sur le théâtre. C'est vrai que j'ai élargi de plus en plus sur les lives au fur et à mesure du temps. Au début, je faisais vraiment que du roman. Après, j'ai commencé à faire des recueils de nouvelles. Après, j'ai fait des contes. J'ai fait de la poésie. J'ai fait du journal de bord avec Columbus la dernière fois, par exemple. Voilà, j'essaie d'ouvrir. Il y a de la chronique aussi. Enfin, il y a plein de choses qui m'intéressent et que j'ai déjà pu faire. Même des textes un peu plus politiques ou philosophiques aussi que j'ai pu faire avec vous. Donc voilà, j'essaie un peu tous les styles et je vois ce qui marche, ce que j'aime et ce que vous aimez aussi. Donc voilà, on fait notre tambouille, mais c'est vrai que le théâtre, pour le moment, j'ai pas passé le pas et je me demande si je le ferai un jour, mais ça me fait de l'œil, ça me fait un peu de l'œil. Euh, Ah, c'est cool une fouine. Ça fait plaisir de voir quelqu'un de passionné. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, d'ailleurs, par rapport au théâtre, je me suis posé la question il y a pas longtemps. Je me suis dit, si je lis du théâtre, est-ce que je prends le parti de lire les didascalies ou non? Les didascalies qui disent machin entre dans la pièce, machin sort de la pièce, je serais obligé de les dire, je pense, parce que voilà, ça donne des indications fondamentales. Et vu que je vais pas le jouer, bah voilà, je suis obligé de les dire. Par contre, les didascalies, enfin, je sais même pas si on appelle ça didascalie d'ailleurs pour le coup, mais vous savez, le fait qu'il y ait le nom du personnage à chaque début de phrase, je me demandais, est-ce que je fais nanani nani nana, nanani nana, ou est-ce que je fais Cyrano, nanani nani nana, nani nanana, Gertrude, nanani nani 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 nana. Voilà. Et je sais pas si je dis le nom à chaque fois de celui qui va parler ou si juste je varie sur les voix pour donner le ton. Mais du coup, bah, ça se rapproche beaucoup plus du théâtre et du coup, c'est beaucoup plus exigeant, c'est beaucoup plus compliqué à faire comme ça sans avoir répété de manière spontanée en live. C'est des questions que je me posais la dernière fois. Zikael, une voix, un personnage. Ouais, de toute façon, je ferai certainement une voix, un personnage, ça c'est quasi sûr. Mais c'est vrai que je me disais peut-être que dire le nom, vu que je ne... Enfin voilà, encore une fois, j'ai pas ce délire de... Je me dis que je vais pas jouer les pièces. Je me dis peut-être ça peut vous permettre de mieux vous retrouver et rendre le texte plus compréhensible, etc. Et moi me donner un peu d'air pour ne pas être étonné du texte et avoir le temps de voir le texte venir et de mettre la bonne intonation au bon moment. Enfin bref, je sais pas, je verrai, parce que du coup, bah, c'est vrai que la pièce de théâtre, normalement, c'est quelque chose qui demande de la préparation, de la répétition, avant d'être joué, et moi, bah, en l'occurrence, c'est tout le temps spontané, c'est tout le temps de la lecture à voix haute comme ça, avec parfois, même souvent, des textes que je découvre en live avec vous, quoi. Donc voilà, je sais pas, je me pose tout un tas de questions là-dessus, mais au moins vous savez un peu où on en est sur ces questions. D'ailleurs, je vous avais dit que je sortirais certainement une vidéo, non pas une rediffusion de live, mais bien une vidéo sur la chaîne YouTube en fin octobre. Comme prévu, il fallait pas que je donne de date parce que du coup, bah, je ne respecte pas le délai. Mais sachez quand même que j'y ai retravaillé tout à l'heure. Ça y est, j'ai enfin réglé le gros problème qui me bloquait et je commence à être plus satisfait. Parce que grosso modo, c'est ça moi mon problème, c'est que mon problème c'est que disons que j'ai pas envie de vous fournir quelque chose qui ne me satisfait pas
En fait, j'ai envie de vous balancer quelque chose dont je puisse être fier, et du coup, je préfère me prendre la tête et que ça prenne vraiment du temps, et voilà, tant pis que je galère sa mère, mais qu'au final je sois content. Donc voilà, là j'étais pas content, j'étais pas satisfait, ça aurait pu être suffisant, mais suffisant c'est pas assez, je voulais que ça soit mieux que ça. Donc je me suis donné à fond, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Là clairement je ne peux pas faire mieux, en tout cas selon les capacités, voilà. Disons que là à l'instant T, avec les capacités que j'ai, etc., à l'heure actuelle je ne peux pas faire mieux. Donc je pense que c'est ce que je vais vous balancer bientôt. Sachant qu'il me reste encore quelques heures de travail dessus. J'estime que d'ici 2 à 5 jours, je devrais avoir terminé la vidéo, et que d'ici 1 à 2 semaines, je devrais la mettre en ligne, le temps de faire la miniature, de la montrer à un public test entre guillemets, etc. etc. Donc voilà, ça arrive bientôt. Je vous rappelle que si vous aimez les lives de lecture, et si vous aimez les lives sur Sea of Thieves, vous devriez bien apprécier cette vidéo. Je n'en dis pas plus, je vous garde la surprise. Alors, une fouine. Normalement, si tu fais une lecture à l'italienne, tu n'es pas censé le dire, sauf les premières phrases de dialogue et les didascalies de changement d'acte. Oui, voilà, ouais. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Je sais pas trop comment je vais faire. Je sais pas trop comment je vais faire. Je réfléchis encore. De toute manière, je repousse l'échéance un maximum, justement, pour avoir le temps de gamberger là-dessus. J'ai l'idée quelque part dans un coin de mon esprit, et je le laisse traîner jusqu'à ce que un jour je me dise ok bah ça y est je fais ça c'est sûr. Voili voilou, bah j'ai beaucoup trop lu au final, beaucoup trop lu, beaucoup trop parlé pardon. J'ai vraiment du mal à m'exprimer, c'est terrible. Comment après une seule semaine sans live je peux autant être peu éloquent, c'est terrible. Bref. On va partir sur la lecture, au moins la lecture, j'ai juste à assurer la lecture et pas à réfléchir à mon animation, ça devrait aller mieux. Fais une lecture à la Théo, mais oui c'est ça Zikael, c'est exactement ce que je vais faire. Du coup, on est parti sur la lecture des boutiques de cannelle de Bruno Schulz. Pour les lives du coup sur les J'ai envie de me foutre des tartes là, c'est terrible. Du coup, pour cette lecture en particulier, je pensais vraiment faire une pause après chaque nouvelle, parce que chaque nouvelle fait une dizaine de pages, comme je le disais, donc voilà. Peut-être une pause très courte, peut-être de 2-3 minutes, mais juste pour faire un retour à chaud sur la nouvelle, avant de partir pour la suivante. Du coup, ce soir, a priori, on est parti pour 3 nouvelles, on est donc parti pour 2 pauses. Je vous retrouve d'ici 15-20 minutes, je pense. Ça devrait pas être trop long à lire. D'ailleurs, je vous précise que chaque nouvelle, enfin, quelques-unes des nouvelles en tout cas, se partagent en plusieurs parties. Donc ne vous étonnez pas que je dise 1, 2, 3, c'est normal. Et puis voilà, je pense avoir tout dit. Je pense que je vais arrêter de rabâcher parce que là, ça devient n'importe quoi. Et on va juste partir sur la lecture, ça sera beaucoup plus agréable. Je vous souhaite à tous une bonne écoute une fouine, bonne écoute Zikael, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube, et à tout à l'heure pour la pause. Les boutiques de cannelle de Bruno Schulz. Août 1. Au mois de juillet, mon père partait aux eaux, et nous laissait ma mère, mon frère aîné et moi, en pâture aux journées d'été, blanches de feu et enivrantes. Nous feuilletions, étourdis de lumière, le grand livre des vacances, dont chaque page scintillait de soleil et conservait tout en son fond, sucré jusqu'à la pâmoison, la pulpe des poires dorées. Aux matinées lumineuses, Adèle, telle Pomone, revenait du feu du jour embrasé et vidait sa corbeille de toutes les beautés colorées du soleil. C'étaient d'abord les cerises brillantes, gonflées d'eau sous leur peau fine et transparente, les mystérieuses griottes noires, dont la saveur ne réalisait pas toutes les promesses de l'odeur, les abricots dans la pulpe dorée desquels sommeillaient de longs après-midi surchauffés. Après la poésie pure des fruits, s'en venaient les énormes quartiers de viande, puissants et nutritifs, avec le clavier musical des côtes de veau, des légumes comme des plantes aquatiques, des méduses mortes ou des mollusques. Tout ce matériau du repas au goût non encore déterminé et inerte, les ingrédients végétaux et telluriques du futur déjeuner d'où émanait une odeur sauvage et champêtre. Le sombre appartement au premier étage de cet immeuble, donnant sur la place du marché,
était chaque jour traversé de fond en comble par le grand été. Le silence tremblant des faisceaux d'air, les rectangles de lumière rêvant leurs songes fébriles sur le parquet ciré, une mélodie d'orgue de barbarie, arrachée à la plus profonde veine dorée du jour, 2 ou 3 mesures d'un refrain joué quelque part au piano, revenant sans cesse, s'évanouissant dans le soleil sur les trottoirs blancs, se perdant dans le feu profond du jour. Le ménage fait, Adèle tirait aussitôt les stores de lin, plongeant l'appartement dans la pénombre. Les couleurs, alors, descendaient d'une octave, les pièces s'emplissaient d'obscurité, comme plongées soudain dans la lumière des profondeurs marines, réfléchies un peu moins distinctement dans les verts miroirs de l'eau, et toute la chaleur torride du jour respirait sur les stores qui s'enflaient légèrement sous les rêveries de midi. Les samedis après-midi, ma mère m'emmenait en promenade. De la pénombre du corridor, on pénétrait de plein pied dans le bain du soleil du grand jour. Les passants barbotant dans l'or fermaient à demi leurs paupières qui semblaient engluées de miel, et leurs babines supérieures retroussées découvraient les dents et les gencives. Ils avaient tous cette grimace de chaleur au visage, comme si le soleil leur avait imposé un masque de fraternité solaire, et tous ceux qui se croisaient dans les rues, jeunes et vieux, femmes et enfants, se saluaient au passage de ce masque barbare, un signe d'un culte bachique peinturluré à grands traits d'or sur leur visage. La place du marché était vide, jaune de feu, balayée par les vents chauds comme le désert biblique. Des acacias épineux y déployaient seuls leur clair feuillage, des touffes de filigrane vert soigneusement découpées, comme dans les anciens gobelins. Pleins d'affection, ces arbres simulaient le vent, ébouriffant d'un geste théâtral leurs couronnes, montrant en des poses pathétiques l'élégance de leurs éventails, argentés à l'envers comme les nobles fourrures des renards. Sur les vieilles maisons, aux murs polis par des journées de vent, jouaient les reflets de l'atmosphère, échos, souvenirs de couleurs dispersés dans le fond du temps coloré. Il semblait que des générations entières de journées d'été, comme de patients maçons, étaient venus gratter les crépis moisis des vieilles façades, casser leur émail trompeur, mettant à nu leur véritable visage, la physionomie que le sort leur avait sculptée, et aussi la vie qui les avait façonnés du dedans. Maintenant, les fenêtres aveuglées par la lumière de la place vide dormaient paisiblement, et les balcons confessaient au ciel leur vacuité. Les entrées grandes ouvertes sentaient la fraîcheur et le vin. Un petit groupe d'enfants déguenillés, échappés dans un coin de la place au balai torride de la chaleur, assiégeaient un pan de mur, l'éprouvant continuellement à coups de boutons et de monnaies, comme si l'horoscope de ces petits ronds de métal pouvait leur révéler la nature véritable du mur, le sens hiéroglyphique de ses fissures et de ses lézardes. À part ce petit groupe d'enfants, la place était vide. On s'attendait à tout moment à voir s'avancer à l'ombre des acacias devant l'entrée en plein cintre du marchand de vin encombré de barils, l'âne du Samaritain, tenu par le mort, et 2 serviteurs se précipitaient pour descendre le malade de la salle surchauffée et le porter précautionneusement par le frais escalier jusqu'à l'étage fleurant le sabbat. Ainsi allions-nous, ma mère et moi, le long des côtés ensoleillés de la place, promenant nos ombres disloquées sur les murs des maisons comme sur un clavier. Sous nos pieds traînant les pavés défilaient lentement. Sous nos pieds traînant, les pavés défilaient lentement, certains roses clairs comme la peau humaine, d'autres dorés ou bleus, tous plats, chauds, veloutés comme autant de visages solaires, piétinés par les pas des promeneurs au point de devenir méconnaissables, doucement inexistants. Et enfin, au coin de la rue de Strige, nous pénétrions dans l'ombre de la pharmacie. Un grand bocal rempli de sirop de framboise symbolisait à sa devanture la fraîcheur des baumes bienfaisants. Encore quelques maisons, et la rue n'arrivait plus à garder son décorum, tel un paysan qui, revenant chez lui, se dépouille, chemin faisant, de toute son élégance citadine pour se transformer peu à peu, à mesure qu'il se rapproche du village, en un misérable cutéreux. Les bicoques des faubourgs sombraient dans la verdure, enfouis jusqu'aux fenêtres dans la floraison exubérante et folle des petits jardins. Oubliés par le grand jour, les mauvaises herbes, les chardons et les fleurs s'y épanouissaient à foison, heureux de cette pause qu'ils passaient à rêver en marge du temps, à la limite du jour infini. Un immense tournesol, hissé sur sa tige puissante et souffrant d'éléphantiasis, attendait dans son deuil jaune la fin de ses jours, ployant sous le fardeau de sa monstrueuse corpulence. Mais les naïves petites clochettes des faubourgs, les simples petites fleurs en percale, n'y pouvaient rien, et se tenaient très raides dans leurs chemises roses et blanches,
insensibles aux grands drames du tournesol. 2. L'enchevêtrement touffu des herbes folles et des chardons brûle en crépitant dans le feu de l'après-midi. La sieste paresseuse du jardin bourdonne du vacarme des mouches. Les chaumes dorés hurlent au soleil comme une nuée de sauterelles rousses, les grillons s'égosillent dans la pluie ruisselante du feu, les siliques pleines de graines explosent discrètement avec un bruit de cigales. Vers la haie, la croûte épaisse des herbes se bosselle, comme si le jardin s'était retourné dans son sommeil, et que ses pectoraux robustes respiraient le silence de la terre. Là, le mois d'août, dans son incontinence de femelle débraillée, avait creusé d'énormes entonnoirs de bardane, planté d'immenses feuilles chevelues, tiré de hideuses langues de viande verte. Là, ces mères gigognes exorbitées se ballonnaient, largement accroupies, à demi dévorées par leurs jupons en furie. Là, le jardin soldait à vil prix le tout venant de ses marchandises, le sureau, les grands plantains qui sentent le savon, l'alcool sauvage de la menthe, bref, toute la pacotille du mois d'août. Mais de l'autre côté de la haie, derrière cet ombilique de l'été, où l'exubérante bêtise des herbes folles s'en donnait à cœur joie, il y avait un gros tas d'ordures où ne poussaient que des chardons. Personne ne savait que là, le mois d'août avait résolu cet été de fêter sa grande orgie. Sur ce tas d'ordures, appuyé contre la haie et enfoui dans le feuillage épais du sureau, se dressait le lit d'une jeune idiote, Touya. C'est ainsi qu'on l'appelait. Sur un monceau de déchets et de détritus, de pantoufles, de vieilles casseroles trouées et de gravats, se dressait son lit métallique peint en vert, 2 briques lui tenant lieu de pied. L'air, au-dessus de ce tas grouillant, irradié de chaleur, strié d'éclairs de temps luisants irrités par le soleil, crissait, comme agité par d'invisibles crécelles, et invitait à la folie. Touya se tient accroupie dans ses draps jaunes et ses haillons. Sa grosse tête est hérissée de cheveux noirs, son visage est mouvant comme le soufflet d'un accordéon. À tout moment, une grimace douloureuse le fripe en 1000 plis diagonaux, puis l'étonnement les étire à nouveau, les détend, découvre les petites fentes des yeux et les gencives humides plantées de dents jaunes sous une lèvre charnue en forme de groin. Pendant des heures d'ennui et de chaleur, Touya bavarde à mi-voix, sommeille, marmonne et grogne. Les mouches recouvrent sa forme immobile d'une couche gluante. Et tout à coup, ce tas de vieilles hardes, de haillons et de guenilles commence à remuer comme si toute une portée de rats s'y ébattait. Les mouches effarouchées s'envolent dans un grand nuage noir plein d'un furieux bourdonnement d'éclairs et d'étincelles. Et tandis que les haillons tombent par terre et s'éparpillent sur les épluchures comme des rats qui fuiraient en tous sens, une forme s'en dégage lentement, péniblement, la moelle même du tas d'ordures. Une jeune idiote noire semblable à un dieu païen se dresse lentement sur ses courtes jambes d'enfant, et son cou, enflé par la colère, son visage obscurci par la fureur où se dessinent, comme des peintures barbares, les arabesques des veines gonflées de sang, laissent échapper un cri rauque, animal, arraché à toutes les bronches, à tous les tuyaux d'orgue de cette poitrine mi-animale, mi-divine. Les chardons hurlent au soleil, les bardanes enflent et exhibent leur chair impudique, les grands plantains salivent une bave vénéneuse, tandis que la jeune idiote, tout en poussant des cris étouffés, frotte convulsivement son flanc charnu contre le tronc du sureau, qui grince silencieusement sous les attaques de sa concupiscence débile, l'incitant impérieusement à une fécondité dénaturée. La mère de Touya lave les planchers dans les maisons du voisinage. C'est une toute petite bonne femme, jaune comme le safran, et c'est aussi de safran qu'elle enduit les planchers, les tables et les bancs en bois de sapin, qu'elle lessive à longueur de journée chez les pauvres gens. J'ai accompagné une fois Adèle chez Maria. L'heure était encore matinale, nous sommes entrés dans une petite chambre peinte en bleu. Sur son sol, en terre battue, se prélassait le soleil, jaune clair dans le silence de cette matinée mesurée par l'horrible grincement d'une pendule paysanne. Maria la folle était couchée sur de la paille dans une caisse en bois, blanche comme une hostie et silencieuse comme un gant dont la main se serait retirée. Et, comme pour profiter de son sommeil, le silence était intarissable. Le jaune silence méchant et criard bavardait, épiloguait, débitait à voix haute son soliloque vulgaire de maniaque. Et le temps de Maria, le temps emprisonné dans son âme, l'avait quitté et galopé, horriblement réel à travers la pièce, bruyant, tintamaresque,
se déversant à plein boisseau du moulin de l'horloge comme de la farine, la mauvaise farine, la friable farine, la stupide farine des fous. 3. Dans une de ces bicoques, entourée d'une clôture brune, enfouie dans la verdure foisonnante, habitait tante Agathe. En traversant le jardin, on passait à côté de grandes boules de verre suspendues à leurs tiges, roses, vertes et violettes, où des mondes entiers de lumières et de couleurs se trouvaient enfermés comme les images heureuses enchâssées dans l'inaccessible perfection des bulles de savon. Dans la pénombre du vestibule tapissé d'images d'épinal, à demi rongé par la moisissure et aveugle de vieillesse, nous retrouvions une odeur familière. Cette odeur contenait dans une formule d'une simplicité étonnante toute la vie de ces gens, le mystère de leur race, de leur sang et de leur sort, confondus inextricablement dans l'écoulement quotidien de leurs temps à eux. La vieille porte sage, dont les sombres soupirs accompagnaient les allées et venues de ces gens, les entrées et les sorties de la mère, des filles et du fils, s'était ouverte devant nous sans bruit, comme la porte d'une armoire nous faisant pénétrer dans leur vie. Ils étaient assis, comme à l'ombre de leur sort, et ne luttaient plus. Leurs premiers gestes malhabiles nous trahirent leur secret. D'ailleurs, n'étions-nous pas leurs parents, liés à eux par les liens mêmes du sang et du sort? Les lourdes tentures de velours bleu parsemées de fils d'or maintenaient la chambre dans l'obscurité, mais même ici l'écho du jour flamboyant, bien que filtré par l'épaisse verdure du jardin, jouait encore en reflets de cuivre sur les cadres des tableaux, les poignées de porte et les verres des encadrements. Tante Agathe se leva de son fauteuil, grande, épanouie, sa chair blanche comme mangée par la rouille des taches de rousseur. Nous nous assîmes à leur côté, faisant halte un instant au bord de leur sort, un peu gênés par la passivité avec laquelle ils se livraient à nos regards, et nous buvions de l'eau au sirop de rose, boisson extraordinaire, qui me semblait réunir dans son arôme et sa saveur l'essence même de ce samedi torride. Tante Agathe maugréait. C'était là le ton général de sa conversation, la voix même de cette viande blanche et fertile, qui paraissait déborder de son corps et éprouver la plus grande difficulté à se maintenir dans les limites d'une forme individuelle, prête à tout moment à se tronçonner, à bourgeonner, à se multiplier en famille. On aurait dit que sa féminité se passait aisément de fécondation, et qu'il eût suffi d'un arôme un peu masculin, d'une vague odeur de tabac, d'une blague un peu grivoise, pour qu'elle se mît aussitôt à proliférer luxurieusement. En fait, ses récriminations continuelles contre son mari, ses domestiques, sa sollicitude harassante à l'égard des enfants, tout cela n'était que caprice de sa fécondité insatisfaite, prolongement naturel de cette coquetterie insupportable, hargneuse et larmoyante, dont elle harcelait sans cesse son mari. L'oncle Marc, petit recroquevillé, au visage parfaitement asexué, semblait résigné à sa faillite et se tenait immobile à l'ombre d'un mépris infini, qui devait lui sembler bien reposant. Dans ses yeux gris, couvait la braise lointaine du jardin, tamisée par les vitres de la fenêtre. De temps en temps, il essayait timidement de faire front, de protester, mais la vague de l'omnipotence féminine balayait ce geste insignifiant et triomphalement passé outre, noyant sous un flux impétueux les faibles soubresauts de la virilité. Il y avait quelque chose de tragique dans cette fécondité débraillée. La misère d'une créature se débattant entre le néant et la mort, l'admirable courage de la femelle triomphant de l'insuffisance du mâle. Mais la progéniture était là pour prouver le bien fondé de cette panique maternelle, de cette furie d'enfanter qui s'épuisait en produits malvenus, en une génération éphémère de fantômes exsangues. Lucie était entrée, portant une tête prématurément épanouie sur un corps encore enfantin à la chair blanche et délicate. Elle me tendit sa main poupine, et son visage aussitôt s'empourpra. Malheureuse du fait de ces couleurs qui trahissaient impudiques les secrets de ses règles précoces, elle sciait des yeux et rougissait à la question la plus anodine qu'on lui posait, car chacune pouvait contenir une allusion secrète à sa virginité ultrasensible. Émile, l'aîné de mes cousins, une petite moustache blonde sur un visage délavé, marchait de long en large dans la chambre, les mains enfouies dans les amples poches de son pantalon. Son costume élégant et coûteux trahissait sa provenance exotique. Émile rentrait de l'étranger. Sur son visage trouble et fané, qui semblait chaque jour s'oublier davantage et s'assimiler à un mur blanc, un pâle réseau de veines laissait transparaître encore, çà et là, les souvenirs éteints d'une vie orageuse et ratée. C'était un maître en tour de cartes. Il fumait de longues pipes élégantes et sentait curieusement une odeur de pays lointain. Parcourant ses souvenirs d'un regard absent, il racontait d'étranges anecdotes dont il perdait brusquement le fil, les laissant se dissiper dans le vague.
Je le dévorai avidement des yeux, espérant distraire un peu de son attention pour qu'il me fasse échapper à l'ennui de cet après-midi. En effet, il me sembla qu'en quittant la chambre, il m'avait fait un clin d'œil. Je le suivis dans la pièce voisine. Il s'était assis sur un cosy corner très bas, de sorte que ses genoux arrivaient à hauteur de sa tête, chauve comme une boule de billard. Il semblait n'être qu'un costume, ample et froissé, jeté négligemment sur la coudoir. Son visage n'était que le souffle d'un visage, le sillage qu'un passant inconnu avait laissé dans l'air. De ses mains pâles, veinées de bleu, il farfouillait dans son portefeuille. Du brouillard qu'était son visage émergea difficilement un œil torve, qui m'appela d'un signe de connivence égrillard. Je me sentis envahi d'une sympathie débordante pour cet homme. Il me prit entre ses genoux, et battant des photos de ses mains expertes, me fit admirer des images d'hommes et de femmes nus en étranges postures. Je me tenais appuyé contre lui, et je regardais ces corps humains si délicats, avec des yeux lointains, qui ne voyaient rien quand, soudain, le fluide du trouble intense qui avait brouillé l'air m'atteignit et me fit frissonner d'inquiétude, me submergea d'une compréhension soudaine. Entre-temps, la brume du sourire qui s'était dessiné sous sa molle moustache, l'embryon du désir qui avait fait battre plus vite une veine de sa tempe, la tension qui avait figé pour un moment les traits épars de son visage, tout cela avait disparu, et son visage sombra à nouveau dans le néant, s'oublia lui-même, s'évanouit. Et c'est la fin de la nouvelle Août. Nous marquons une courte pause. Waouh. Ok. Ultra intéressant. Ultra intéressant. Alors je sais pas si ça aura été de votre goût, chers amis, forcément. J'attends vos retours avec plaisir. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter sur la rediffusion YouTube, à commenter que ce soit l'histoire, ou la lecture, ou le live, ou les deux, bref. Mais ouais, je trouve ça très bizarre. Enfin, je trouve ça bizarre dans le bon sens du terme, perso, mais waouh, ok. Zikael qui nous dit étonnant, bah je suis tout à fait d'accord avec toi, Zikael. Je m'attendais pas à ça, ok. Je trouve ça très étrange. Mais vraiment, je suis agréablement surpris en fait. Pour être franc, au tout début, en commençant la lecture, je me suis dit que ça allait être peut-être un peu trop verbeux, un peu trop lourd dans le style, et que j'avais l'impression que ça allait pas m'intéresser à cause de ça, et aussi dans le sens où j'avais l'air de... Enfin, je pensais que en gros ça allait être un texte qui ne parlait de rien, et souvent un texte qui ne parle de rien, je trouve ça pas terrible. CF, mon avis sur Flaubert, mais bon bref. Je trouve ça pas terrible si c'est mal fait, alors que je trouve ça hyper intéressant si c'est bien fait. Et justement, là je trouve ça hyper intéressant perso, dans le cas de Schultz, parce qu'il se passe pas grand chose. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas vraiment d'histoire, je veux dire, la nouvelle, on peut pas vraiment dire qu'il y ait une situation initiale, des péripéties, une problématique, enfin, des problématiques, une problématique, des péripéties, une situation, une résolution, une situation finale. Voilà, je pense pas qu'on puisse dire ça de cette nouvelle, clairement. Ça raconte pas forcément quelque chose, ça raconte pas une histoire ou un événement, mais c'est plus un portrait, un portrait, un paysage, je saurais même pas dire. En tout cas, c'est très bien écrit, je trouve. Je trouve ça assez dingue. Je suis un peu mitigé dans le sens où je sais pas encore bien me placer par rapport à ça, mais en tout cas, c'est très étonnant et je suis très agréablement surpris. J'aime beaucoup le style de l'auteur en tout cas, ça c'est sûr et certain. D'ailleurs, sur ce texte en particulier, sur les boutiques de cannelle, il y a plusieurs traducteurs. Donc peut-être que le style en français va un chouïa changer de texte en texte. Là, c'était une traduction de Georges Lisowski. Mais malgré la traduction, justement, on sent que il y a un effort sur le style. On sent que les sonorités, bon, alors là, ça veut trop rien dire sur la traduction, entre guillemets, mais il y a un travail des sonorités, et il y a un travail de rythme, il y a un travail des mots, etc. Donc je suppose que Bruno Schulz, si je pouvais le lire dans sa langue originelle, je sentirais encore plus tout ça.
Mais ouais, il y a vraiment quelque chose de très particulier sur le style que j'aime beaucoup. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que j'en ai peut-être déjà parlé en live, je sais pas trop. L'un de mes fantasmes entre guillemets d'écriture, parce que j'écris pour ceux qui ne le savent pas forcément. Mais l'un de mes fantasmes d'écriture, c'est d'écrire des choses belles uniquement, comment dire, uniquement sur le fait qu'elles soient belles. Pas faire du beau par rapport à du moche, mais faire du beau pour du beau. Et je trouve que c'est très très dur en fait de décrire quelque chose de beau et sans que ça soit mielleux ou niais ou je trouve ça très très dur de vraiment écrire quelque chose de purement beau, purement bien, sans jouer sur du coup l'opposition du mal, du moche, etc. Je trouve ça très compliqué et je trouve que Bruno Schulz arrive à faire quelque chose un peu comme ça. Euh, je trouve ça enfin, sa description des plantes là, je les trouvées vachement belles pour le coup. Et justement, c'est ça aussi qui est étonnant, c'est que je me suis fait avoir par la fin parce que la description des plantes, je la trouvais très très belle et ça m'a étonné à quel point il a pu faire quelque chose de stylistiquement beau pour décrire du beau et que ça marche. Et qu'ensuite, à la fin, je m'y attendais pas, mais sur les personnages, il était peut-être un chouïa plus, je vais pas dire cynique, mais je sais pas, il y avait genre un constat de misère, etc. C'était presque l'inverse, c'était presque la laideur, mais je sais pas, tout est présenté comme un constat, je trouve. C'est ça aussi qui est intéressant avec son style pour le moment, je trouve. C'est que tout est présenté comme un constat, il n'y a pas de truc en mode c'est beau, c'est moche, ou c'est bizarre, c'est voilà. C'est juste, c'est comme ça. Et j'aime bien ça aussi avec le... Enfin, je trouve qu'il est aussi très intelligent et très doué sur les métaphores, sur les comparaisons, sur les images qu'il va prendre. Parce que il prend des comparaisons qui semblent venir de nulle part, qui pourraient presque être utilisées comme de l'humour, sauf que là, elles sont pas du tout considérées comme de l'humour, elles sont là pour rendre compte d'un fait. Et dire bah ouais c'est beau ou ouais c'est moche et ça rend compte de ce fait. Enfin je sais pas comment expliquer la chose, mais je trouve qu'il emploie des figures pour ses métaphores, etc. Qui pourraient sembler soit inintéressantes, soit drôles, soit comiques. Sauf que lui, il en fait quelque chose de beau et je trouve ça vachement balèze en fait. Je sais pas comment décrire ça. Par exemple, je sais pas, cette espèce de ride de béatitude dont il parlait, ce rire de, enfin cette ride, cette grimace de fraternité solaire dont il parlait. En gros, c'est clairement voilà la face de quelqu'un qui est ébloui par le soleil. Et la manière dont il a eu de décrire cette grimace qu'on peut avoir comme ça, je sais pas, je trouve ça vachement bien trouvé en fait. C'est un angle vachement... Enfin ouais, vachement... En fait il est capable de trouver des épiphénomènes, des trucs très très petits, des micro-événements, et de les rendre très très beaux. Et c'est ça que j'aime bien. Et je lis un peu les wagons avec ce que j'ai pu lire sur son style sur internet. Et bah en fait, c'est vraiment ce que j'ai trouvé dans sa lecture, mais je trouve qu'en fait, il fait du fantastique, avec des gros guillemets, avec le quotidien. Et c'est ça qui est fort. Je trouve qu'il arrive à insuffler de la poésie. Je trouve vraiment que son style est très poétique pour le coup. Et je trouve qu'il arrive à insuffler de la poésie et de la beauté et du presque merveilleux magique, ou au contraire du miséreux dramatique, en très peu de mots et dans des descriptions très très efficaces et très originales. Je trouve ça vachement bien fait. Par exemple, le délire aussi de parler du visage avec toutes les rides en disant que c'est les mêmes mouvements que les mouvements de la membrane d'un accordéon. Enfin, tout ça, je trouve ça vachement bien trouvé en fait. Autant les, autant les sujets, donc vraiment les épiphénomènes, les micro-événements qu'il peut relever, que personne relève ou que personne va décrire dans un texte, bah lui il le fait. Donc déjà rien que ça, je trouve ça intéressant qu'il prenne ces sujets-là. Et la manière qu'il a de les traiter est originale, avec un angle vachement sympa. Donc ouais, je trouve ça... Pour le moment, ouais.
En fait, je me rends compte, en essayant de décrire ce que j'ai ressenti à la lecture, bah, je me rends compte qu'en fait, pour le moment, je suis assez bluffé. Pour le moment, je trouve ça vachement intéressant. D'autant plus que justement, de prime abord, j'aurais tendance à me dire, oula, ça risque d'être chiant, ça risque d'être lourd. Et en fait, j'ai trouvé ça vachement bien. Je trouve ça très fort. Et d'ailleurs, pendant la lecture, au-delà du fantasme d'écrire quelque chose de beau juste dans sa beauté, je me suis dit plusieurs fois dans sa lecture, putain, j'aurais bien aimé trouver ou écrire cette phrase ou cette image ou cet événement et le décrire. Enfin, ouais, je trouve autant les sujets que les images qu'il prend sont vraiment très bonnes. Bref, c'est le principe du beau, d'être beau tout simplement, nous dit Zikel. Mais oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et c'est exactement pour ça que c'est très compliqué, je trouve, d'écrire le beau. Enfin bref, waouh. En vrai, je suis bluffé. Je pensais pas que, ouais. Ok, ok. J'essaie de m'en remettre. Et on va partir sur la lecture de la seconde nouvelle de ce recueil, donc des boutiques de cannelle. La seconde nouvelle se nomme La Visitation. Alors pour le moment, je sais, j'ai dû beaucoup plus parler que je n'ai lu, j'en suis désolé. J'ai dû beaucoup plus parler que... Bah, je pense que le live, de toute manière, je vais avoir plus parlé que lu dans sa globalité. Mais ouais, je pense que c'est la meilleure manière d'apprécier la lecture, de vraiment faire une nouvelle, une pause, une nouvelle, une pause, et de pas enchaîner les nouvelles. Et puis voilà, bah, comme je disais, j'ai découpé les lives pour que les nouvelles qui vont ensemble soient dans le même live. Donc voilà, je pense que c'est le mieux de faire ça. Puis en plus, quand on fait des nouvelles, ça a été le cas par exemple c'était pour le livre de la jungle. Pour le livre de la jungle, je faisais qu'une nouvelle par soir, une ou deux. Bon après c'était plus long forcément, mais même je faisais qu'une ou deux nouvelles par soir parce que même en termes d'unité de sens, je trouve ça plus logique en fait. Genre là, je vais vous lire 3 nouvelles ce soir. J'ai l'impression que si j'en lis plus, beaucoup plus ou plus, bah c'est perturbant pour l'esprit. C'est genre ah ouais, il s'est passé 3 histoires à la suite. Enfin, c'est dur, je trouve. Après, il y a des gens qui le font, mais par exemple, moi, j'irais pas voir 3 films au cinéma à la suite parce que je serais trop dans l'ambiance du précédent. Enfin voilà, j'aurais pas l'impression d'apprécier à la juste valeur l'ensemble. Je sais pas si je suis très clair, mais bon. Bref. Oui, quand je lis, je parle. On m'a très bien compris, d'accord, Zikel. Du coup, bonne écoute, Zikel. Bonne écoute, une fine, si tu es toujours parmi nous. Bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. Je vous reviens dans vraiment pas longtemps, 10-15 minutes, après la lecture de la visitation. Bonne écoute à tous, à tout à l'heure. La visitation. 1. Dès ce temps-là, notre ville avait déjà tendance à sombrer dans la grisaille chronique du crépuscule, à se garnir sur les bords d'une lèpre obscure, d'une moisissure duveteuse et de mousse couleur de fer. Sitôt démailloté des fumées brunes du matin, le jour basculait dans un bas après-midi couleur d'ambre, devenait pour un moment transparent et doré, comme un verre de bière brune, pour descendre ensuite sous les voûtes innombrables de vastes nuits colorées. Nous habitions place du marché, dans une de ces maisons sombres, aux façades vides et aveugles, qu'il est impossible d'identifier. C'était la cause d'erreurs continuelles. Car une fois qu'on se trompait de seuil, qu'on prenait par mégarde un autre escalier, on pénétrait dans un labyrinthe de logements inconnus, de vérandas, de courettes inattendues, qui vous faisaient oublier peu à peu votre dessein initial, et ce n'est qu'au bout de plusieurs jours, après d'étranges et tortueuses aventures, que l'on se rappelait avec remords à l'aube grise la maison paternelle. Encombré d'armoires, de canapés profonds, de miroirs ternis et de palmes artificielles, notre grand appartement tombait lentement en abandon du fait de l'indolence de ma mère, qui passait ses journées au magasin, et de l'incurie de la belle Adèle aux jambes fines, qui, se sachant peu surveillée, passait son temps en d'interminables toilettes, laissant partout des traces de sa coquetterie sous forme de touffes de cheveux arrachés, de peignes abandonnés, de souliers et de corsets qui jonchaient négligemment le plancher. On ignorait le nombre exact de pièces, puisqu'on ne savait jamais lesquelles étaient sous-louées aux étrangers. Parfois, il nous arrivait d'ouvrir par hasard une de ces chambres oubliées et de la trouver vide,
Il y avait longtemps que son locataire l'avait quitté et, dans les tiroirs fermés depuis des mois, on faisait alors d'étranges découvertes. Les commis habitaient les chambres du rez-de-chaussée, et souvent la nuit, nous étions incommodés par les gémissements de leurs frayeurs nocturnes. En hiver, il faisait encore nuit noire au dehors quand mon père descendait dans ses chambres froides et obscures, chassant devant lui des troupeaux d'ombres avec sa chandelle. Il allait réveiller les ronfleurs de leur sommeil de pierre. Dans les coins se terraient immobiles d'immenses cloportes rendues encore plus grands par l'ombre dont la chandelle les pourvoyait, et elles ne les quittaient pas même lorsque l'un de ces informes corps plats se mettait soudain à courir d'une démarche boitillante d'arthropode. Vers cette époque, la santé de mon père commença à décliner. Il arrivait, dans les premières semaines de cet hiver précoce, qu'il passa des journées entières au lit, entouré de flacons, de médicaments et de livres de comptes qu'on lui montait du magasin. L'odeur amère de la maladie se déposait au fond de la chambre, tandis que ses tentures en papier peint accusaient plus nettement leur fourré d'arabesques. Le soir, lorsque ma mère rentrait du magasin, mon père s'animait, devenait surexcité et enclin aux disputes, lui reprochant des négligences dans sa façon de tenir les comptes. Des couleurs lui venaient aux joues, et il s'échauffait jusqu'à l'inconscience. Je me souviens qu'une fois, réveillé en plein milieu de la nuit, je l'ai vu courir pieds nus et en chemise d'un bout à l'autre du grand canapé en cuir, manifestant ainsi son énervement devant ma mère désemparée. Les autres jours, il était calme et recueilli, et se plongeait dans ses livres, complètement égaré dans les détours compliqués des calculs. Je le revois à la lumière de la lampe filante, accoudé parmi les coussins, sous la grande tête de lit sculpté, son ombre immense projetée sur le mur derrière lui se balançant dans une morne et silencieuse méditation. Parfois, il levait la tête au-dessus de ses comptes, comme pour respirer un bol d'air, ouvrait la bouche, retournait avec dégoût sa langue sèche et râpeuse, et regardait autour de lui comme s'il cherchait quelque chose. Il arrivait alors qu'il descendit subrepticement de son lit et courut jusqu'au coin de la chambre sous le mur où se trouvait son instrument de confiance. C'était une espèce de clepsydre ou de grande cornue en verre, divisée en onces et remplie d'un liquide noirâtre. Mon père se reliait à cet instrument au moyen d'un long tuyau en caoutchouc, comme au moyen d'un cordon ombilical, et ainsi soudé à ce piteux instrument, il s'immobilisait dans le recueillement. Son regard devenait plus sombre, tandis que sur son visage pâli apparaissait une expression de douleur, ou peut-être de volupté coupable. Puis revenaient des jours silencieux de travail, entrecoupés de monologues solitaires. Lorsqu'il était assis ainsi sous la lumière de la lampe à pétrole, parmi les coussins du grand lit, et que la chambre s'emplissait d'une ombre qui la reliait à la grande nuit derrière les vitres, il sentait sans regarder que l'espace environnant l'entourait d'une multitude vivante de pulsations, de bruits et de frôlements. Il percevait sans regarder toute une conjuration de clins d'œil en train de sourdir parmi les arabesques du papier peint. Elle lui semblait être tout à coup des oreilles qui écoutaient et des bouches qui souriaient. Alors il faisait mine de se plonger plus attentivement dans son travail. Il comptait, additionnait, recomptait, craignant de trahir cette colère qui montait en lui, essayant de contenir la tentation de se rejeter subitement en arrière, d'attraper à pleine main une poignée de ces gerbes d'oreilles et de bouches que la nuit avait fait surgir de son sein et qui tiraient sans cesse de nouvelles pousses et de nouveaux plans de son ombilique de ténèbres. Il ne retrouvait son calme qu'à l'heure où, avec la retraite de la nuit, le papier peint s'étiolait, perdait ses feuilles et ses fleurs, laissait apercevoir à travers ses branches dénudées l'aurore lointaine. Alors, parmi les gazouillis d'oiseaux en papier peint, dans l'aube jaune d'hiver, il sombrait pour quelques heures dans un sommeil noir et dense. Durant ces jours et ces semaines où il semblait plonger profondément dans les complications de ses contes, sa pensée explorait secrètement le labyrinthe de ses entrailles. Il retenait alors son souffle et tendait l'oreille, et quand son regard revenait pâli et troublé de ses limbes, il semblait le réconforter d'un sourire. Il ne croyait pas encore, et rejetait comme abusives, les hypothèses qui l'assaillaient. De jour, c'étaient de mornes méditations, de longs monologues à voix basse, entrecoupés d'interludes humoristiques et d'altercations enjouées. Mais la nuit, ses voix devenaient plus pressantes. L'exigence se faisait impérieuse et irrésistible, et nous l'entendions converser avec Dieu, tour à tour suppliant, conjurant ou repoussant ses prétentions insistantes. Jusqu'à ce qu'une nuit, cette voix se leva, inexorable, exigeant qu'il lui porte témoignage par sa bouche et par ses entrailles. Et nous entendîmes l'esprit entrer en lui, nous l'entendîmes se lever, long, décharné,
grandit encore de toute sa colère de prophète, s'étouffant dans les paroles grondantes qu'il éjectait à la façon d'une mitrailleuse. Nous entendîmes le vacarme du combat et les gémissements de mon père, titan à la hache fracassée, qui osait encore défier les dieux. Je n'ai jamais vu les prophètes de l'Ancien Testament, mais à la vue de cet homme, terrassé par la colère de Dieu, accroupi largement au-dessus d'un grand urinal en porcelaine, recouvert du vent de ses épaules, du nuage de leurs gesticulations que dominait seule sa voix rocailleuse et comme étrangère, je compris la colère divine de ces vieillards vénérables. Ce langage était menaçant comme celui de la foudre. Les gestes désordonnés des bras déchiquetaient le ciel, et dans ces trous apparaissait le visage de Jéhovah, enflé de colère et vomissant des injures. Sans regarder, je voyais ce démiurge vindicatif couché sur les ténèbres comme sur un mont Sinaï, empoigner de ses paumes puissantes la corniche de la fenêtre et coller son immense visage aux vitres du haut sur lesquelles s'aplatissait son nez atrocement charnu. J'entendais sa voix, entre deux tirades prophétiques de mon père, j'entendais les grondements de ses lèvres boursouflées, qui faisaient trembler les vitres et se mêlaient aux menaces, aux lamentations et aux insultes que fulminait mon père. Quelquefois, les deux voix baissaient jusqu'au murmure, et leurs querelles rappelaient le bavardage monotone du vent dans les cheminées nocturnes. Puis elles explosaient à nouveau dans un grand tintamarre, un orage de sanglots et d'injures. Tout à coup, la fenêtre s'ouvrit dans un hiatus noir, et un pan d'obscurité fit irruption dans la chambre. À la lueur d'un éclair, je vis mon père en chemise de nuit, un juron épouvantable à la bouche, lancer d'un jet puissant le contenu du pot de chambre dans les ténèbres qui bruissaient au dehors comme un grand coquillage. 2. Mon père dépérissait, se flétrissait à vue d'œil. Accoudé parmi les coussins, la tête sauvagement hérissée de touffes de cheveux gris, il s'entretenait avec lui-même à voix basse, plongé jusqu'au cou dans ses mystérieuses spéculations. Il pouvait sembler que sa personnalité s'était scindée en plusieurs mois différents et hostiles, car il disputait rageusement avec des interlocuteurs imaginaires, menant des pourparlers passionnés, s'efforçant de les convaincre et les suppliant tour à tour, puis, comme s'il présidait une assemblée d'actionnaires, se les conciliant à grand renfort de douceur et d'habileté. Mais chaque fois, ces assemblées orageuses, où l'on mettait trop de passion, se dissolvaient au milieu de malédictions et d'injures. Puis survenait une période d'apaisement, de calme et de sérénité. De nouveau, les grands livres de contes firent leur apparition sur le lit, jonchèrent la table et le plancher, et dans la lumière pâle de la lampe, une paix bénédictine régna au-dessus des draps blancs et de la tête penchée de mon père. Lorsque, tard le soir, ma mère revenait du magasin, mon père s'animait, l'appelait dans sa chambre et lui montrait avec fierté les belles décalcomanies dont il avait orné le grand livre de contes. Vers cette époque, nous fîmes presque simultanément la même remarque, à savoir que mon père rapetissait de jour en jour, comme une noix qui se dessèche à l'intérieur de sa coquille. Ce lent dépérissement n'était pas accompagné d'une faiblesse générale, bien au contraire. L'état de sa santé, son humeur, sa faconde semblaient aller s'améliorant. Il lui arrivait maintenant de pousser de petits rires, de se tordre littéralement, ou bien de frapper dans le bois du lit et de se répondre « Entrez » sur des tons différents pendant des heures, sans jamais s'en lasser. De temps en temps, il descendait de son lit, montait sur l'armoire et se mettait à ranger les vieilleries pleines de rouille et de poussière. Souvent, il posait 2 chaises dos à dos, et prenant appui sur leur dossier, se balançait d'avant en arrière, quêtant de ses yeux rayonnants un signe d'approbation dans nos visages inexpressifs. Il semblait parfaitement réconcilié avec Dieu. Parfois, la nuit, le démiurge barbu aplatissait encore son visage phosphorescent contre les vitres de la chambre à coucher, mais il se bornait maintenant à contempler avec bienveillance la silhouette endormie de mon père, dont les ronflements semblaient vagabonder au loin, dans l'univers inconnu du sommeil. Pendant les après-midi crépusculaires de cet automne, mon père se terrait souvent dans les recoins les plus poussiéreux des débarras, semblant y chercher fiévreusement quelque chose. Et il arrivait souvent qu'à midi, lorsque nous nous mettions à table, mon père manquât à l'appel. Ma mère devait alors appeler longuement « Jacob, Jacob !» et taper avec une cuillère sur la table, pour qu'il daignât enfin émerger d'une armoire, couvert de poussière et de toiles d'araignée, l'œil vague, préoccupé de problèmes qu'il était seul à connaître. Il grimpait fréquemment jusque sur la corniche de la fenêtre, et s'y perchait, symétriquement au grand vautour empaillé pendu au mur de l'autre côté. Il se tenait immobile dans cette posture pendant des heures, le regard brumeux et un malicieux sourire aux lèvres, pour subitement, à l'entrée d'une personne nouvelle dans la pièce, battre des mains en imitant un battement d'ailes
et chantait comme un coq. Peu à peu, nous cessâmes de prêter attention à ces lubies, dans lesquelles il s'enferrait chaque jour davantage. Délivré, semblait-il, de tous les besoins charnels, ne prenant aucune nourriture pendant des semaines, il sombrait de jour en jour plus profondément dans ces affaires étranges et compliquées que nous n'arrivions pas à comprendre. Inaccessible à nos prières comme à nos remontrances, il y répondait par des fragments d'un monologue intérieur dont rien ne pouvait interrompre le cours. Perpétuellement affairé et surexcité, des couleurs maladives aux joues, il ne daignait plus nous voir ni nous entendre. Nous nous habituâmes peu à peu à son inoffensive présence, à son marmonnement silencieux, à ce bâillement enfantin tourné vers l'intérieur et qui se situait en quelque sorte en marge de notre temps à nous. À cette époque, il lui arrivait de disparaître plusieurs jours de suite, de s'égarer quelque part dans les recoins perdus de l'appartement, et de telle sorte qu'il devenait introuvable. Au fur et à mesure, ces disparitions cessèrent de nous impressionner, et lorsque, après un certain laps de temps, il réapparaissait, de quelques pouces plus petits et plus maigres, l'événement n'arrivait plus à nous intéresser. Nous cessâmes purement et simplement d'en tenir compte, tant il s'était éloigné de tout ce qui était humain et réel. Nœud après nœud, il se détachait de nous. Point après point, il effaçait les liens qui l'unissaient à la communauté des humains. Ce qui restait encore de lui, ce peu d'enveloppe charnelle et cette poignée de lubies extravagantes, pouvait bien disparaître un jour ou l'autre sans que l'on s'en aperçût, tout comme le petit tas de balayures grises amassées dans un coin qu'Adèle descendait chaque matin dans la boîte aux ordures. Et c'est la fin de la nouvelle La Visitation. Je marque à nouveau une courte pause, très très courte pause. Et bonsoir Dimal, bienvenue sur le live, comment ça va? Ça fait plaisir de te voir. Ça fait plaisir. Alors là, je suis un peu moins bluffé, on va dire. Pour donner mon avis rapide avant qu'on ne passe à la dernière nouvelle de ce soir. Je suis un peu moins bluffé par le style. Je trouve le style un peu moins chiadé, on va dire, entre guillemets. Voilà, je trouve ça moins poétique, moins bluffant. Voilà. Comme je le disais, la première nouvelle m'avait vraiment bluffé en termes de style. Là, ça m'a moins bluffé. Après, là, on est plus sur une histoire pour le coup. Là où la nouvelle, c'était un peu... un paysage, un portrait. Enfin voilà, c'était l'installation d'une ambiance, peut-être. Je sais pas trop expliquer ça. Là, il y avait plus une histoire pour le coup qui se suivait. Et on a suivi, entre guillemets, la décrépitude de son père. D'ailleurs, j'ai vu ça sur internet cet après-midi. En fait, Les Boutiques de Cannelle, c'est une œuvre à moitié autobiographique. C'est-à-dire que c'est un peu de l'autofiction en un sens. Je suppose qu'on pourrait le dire comme ça. Puisque, grosso modo, il a... Enfin non, autofiction, ça veut pas dire ça. Ah oui, c'est vrai que ça veut pas dire ça, autofiction. C'est grave chiant parce qu'autofiction, je crois que ça veut dire quelque chose et c'est pas ça que ça veut dire. Bref. Mais du coup... ouais, en gros, il y a quelques événements autobiographiques. Moi, j'ai tendance à dire que, en vrai, je vois pas comment une œuvre ne peut pas être autobiographique réellement. J'ai tendance à dire qu'il y a forcément de l'autobiographie quelque part. Mais là, c'est vrai qu'il utilise des éléments un peu précis de son autobiographie. Et du coup, c'est marrant parce qu'on sent vraiment que ça participe de l'ambiance et de la pose du décor, si je puis dire, et de l'ambiance. Vraisemblablement, ça doit être des ambiances et des décors, des personnages, etc., qui l'ont marqué dans son enfance. Surtout sur les descriptions des couleurs, etc. Il est vachement doué, je trouve. Ou bien sur la description, par exemple, de sa maison et des pièces dont il ne connaît pas toutes les pièces. Enfin, je sais pas, c'est vachement intéressant, je trouve. Il y a vachement des éléments enfantins mais traités de manière adulte. Enfin, c'est vraiment bien fait. Et à tout cela, il y a quand même un ajout qui va vers le fantastique, qui va vers le mystique. Je trouve ça vraiment cool. En cela, j'avais vu sur internet, encore une fois, que Bruno Schulz était un admirateur de Franz Kafka, dont on a déjà lu un texte en live. Et Franz Kafka, voilà, il est connu pour l'absurde, quoi, grosso modo.
Je dirais que Bruno Schulz est un peu dans le même délire, j'ai vu qu'il était souvent comparé. Enfin, qu'ils étaient souvent comparés. Je dirais qu'il est un peu dans la même veine en effet, mais je trouve ça quand même très très différent. Je trouve le fantastique et pas, enfin l'absurde va pas si loin, le mystique va pas si loin que chez Kafka, mais c'est juste une teinte un peu poétique, un peu mystique, ouais, et un peu merveilleuse, et ça participe aussi à son style, je trouve très poétique. Enfin ouais, je trouve ça vraiment pas mal. Je trouve ça vraiment vraiment pas mal. Je m'attendais pas à ça sur cette lecture, je dois avouer. Bon, je m'attendais à rien en vérité, mais j'ai eu peur en commençant que le style soit un peu lourd, un peu chiant. Je me répète beaucoup, dis donc. Mais au final, je trouve ça vraiment bien. Alors, suis installé au coin du feu à écouter les belles histoires de Papy Théo. Le son du feu qui crépite. Ah, c'est stylé ça, Dival. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Du coup, là on est passé sur quelque chose de beaucoup plus sombre pour le coup sur cette nouvelle. J'ai hâte de voir comment ça va suivre. Et du coup, j'ai hâte aussi de voir si il y a des échos de nouvelle en nouvelle. Parce que vraisemblablement, c'est le même ton, c'est le même narrateur. Toujours ce narrateur interne. Donc, ouais, je pense que c'est le même narrateur, c'est la même ambiance. Voilà, je pense qu'il y aura toujours ce ton autobiographique, poétique. Bref, du coup, je me demande s'il n'y aura pas une avancée au travers des nouvelles malgré tout, et que ça, voilà, que ça crée. Bon, en même temps, c'est logique, un recueil de nouvelles, ça crée un ensemble. Mais je veux dire, il y a des recueils de nouvelles où parfois il y a des trucs très très différents qui sont assemblés. Là, j'ai l'impression que ça commence à créer une fresque globale. Donc, on verra ça avec la suite des, avec la suite. Oh non, je suis dégoûté. Avec la suite des pages, avec la suite des nouvelles. Oh, je suis dégoûté, il y a une goutte d'eau qui est tombée de ma boisson sur le bouquin. Je suis dégoûté. Oh non, d'habitude je suis toujours très précautionneux de mes affaires. Oh, je suis deg. Bon, ça reste lisible, mais c'est chiant. Oh, je suis trop triste. Bref. Je vais changer le titre du live et on est parti pour la dernière session de lecture de ce soir. Comme je le disais, voilà, les lives, je pense, vont être très courts sur cette œuvre. Et du coup, bah, on en aura pour 2 semaines, sauf si je lis des textes en plus. Pour le moment, vu comment j'apprécie, je dois avouer que y a peut-être des chances qu'on fasse plus de 4 lives sur cet auteur. D'ailleurs, il y a aussi, alors je sais pas si c'est un roman ou un autre recueil de nouvelles, mais il y a aussi le Sanatorium au croque-mort de Bruno Schulz, qui est un texte assez reconnu pour le coup, et dont le titre est assez intriguant. Donc peut-être que si on a vraiment bien accroché avec Schulz, peut-être qu'on le lira à nouveau dans le futur. Après, bon voilà, vous savez que j'aime bien varier les lectures, donc j'essaie de faire des choses très différentes souvent. Là par exemple, Kafka, la métamorphose, on a fait un seul live dessus et j'ai trouvé ça très bien, donc je voulais lire encore du Kafka, mais j'ai laissé passer quelques lectures et on commencera la lecture du château dans encore quelques semaines, mois, je pense. Donc voilà. Je dis pas qu'on va retourner sur du Bruno Schulz dans un mois, mais peut-être courant 2020, à voir. Si vraiment on a accroché, parce que bon, pour le moment je suis conquis, je dois bien l'avouer, mais on va voir, si ça se trouve à la fin je serai en mode ouais bon c'est bon, on a fait le tour, on verra. Puis ça dépendra aussi de votre appréciation chers amis. Bref, sur ce, nous sommes partis à la découverte de la 3e nouvelle de ce soir, et ça sera la dernière pour aujourd'hui. Les oiseaux, je vous souhaite à tous une bonne écoute, elle est très courte, je reviens très vite. Qu'est-ce qui se passe? J'arrête pas de faire tomber des gouttes d'eau là. Quel enfer. C'est peut-être la forme du verre en fait. Bref. Du coup, je vous reviens d'ici 10 minutes je pense. Peut-être 10 minutes, un truc comme ça. Bonne écoute à tous, bonne écoute d'Imal, bonne écoute Zikel, bonne écoute Junfin, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. A tout à l'heure pour l'outro du live. Les oiseaux. Ennuyeux et jaunes, les jours d'hiver étaient venus. Un tapis de neige trop court, usé et troué, recouvrait la terre maintenant rousse. Il n'y avait pas assez de neige pour toute l'étendue des toits qui apparaissaient noirs ou rouillés.
toits de bardeaux et arcades cachant les espaces enfumés des greniers, cathédrales carbonisées aux flancs hérissés de chevrons, de pannes et d'arbalétriers, sombres poumons des bourrasques hivernales. Chaque aube nouvelle dévoilait d'autres cheminées grandies depuis la veille et gonflées par les vents nocturnes, tuyaux d'orgues infernales. Les ramoneurs ne pouvaient se débarrasser des corneilles qui, vivantes, feuilles noires, s'établissaient le soir sur les branches d'arbres, auprès de l'église, s'en arrachaient en battant des ailes, puis revenaient s'y coller, chacune à sa place habituelle, pour s'envoler en bande le matin, tourbillons de fumée obscure, flocons de suie ondoyants et fantastiques, qui tachaient d'un croassement inégal les raies jaunâtres de l'aube. Les jours s'étaient durcis de froid et d'ennui, comme des pins dans l'an passé. On les entamait avec de mauvais couteaux, sans appétit, dans une somnolence paresseuse. Mon père ne sortait plus. En entretenant les poêles, il étudiait la nature éternellement insondable du feu, il éprouvait le goût métallique et salé, et l'odeur sèche des flammes hivernales, la caresse des salamandres qui léchaient la suie brillante dans le gosier des cheminées. C'est avec joie qu'il entreprenait toutes sortes de réparations dans la partie supérieure de la pièce. À n'importe quelle heure, on pouvait le voir jucher tant bien que mal au sommet d'une échelle, arrangeant quelque chose au plafond, aux corniches des hautes fenêtres, aux poids et aux chaînes des lampes à suspension. À l'instar des peintres, il se servait de son échelle comme d'énormes échasses. Il se sentait bien dans cette perspective aérienne, à proximité d'un ciel peint, d'un plafond décoré d'oiseaux et d'arabesques. Il se détachait de plus en plus de la vie pratique. Quand ma mère, inquiète et chagrinée de son état, s'efforçait de l'amener à un entretien sérieux sur nos affaires, sur le paiement de la prochaine échéance, il l'écoutait avec distraction, plein de troubles, des crispations sur son visage absent. Il arrivait qu'il l'interrompît soudain d'un geste conjuratoire, pour courir au coin de la pièce, coller l'oreille à une fente du plancher, et rester ainsi à l'écoute, en levant ses deux index, afin de faire comprendre l'importance capitale de la chose. Nous ne percevions pas encore à l'époque le triste arrière-plan de ces extravagances, le déplorable complexe qui mûrissait en profondeur. Ma mère n'avait sur lui aucune influence, mais il avait beaucoup d'attention et de respect pour Adèle. Le balayage de la pièce était à ses yeux une cérémonie d'importance, à laquelle il ne manquait jamais d'assister, suivant toutes les opérations de la jeune fille avec un mélange de crainte et de frémissements voluptueux. À tous ces mouvements, il attribuait une signification plus profonde, symbolique. Quand elle se mettait, avec des gestes jeunes et hardis, à pousser la brosse sur le plancher, au bout d'un long manche, c'en était trop pour lui. Les larmes lui venaient aux yeux, un rire silencieux plissait son visage, et son corps était secoué d'un spasme voluptueux. Il était chatouilleux au point d'en perdre la raison. Il suffisait qu'Adèle agitât le doigt dans sa direction, en mimant le chatouillement, pour qu'il s'enfuit, plein d'une terreur panique, passant de pièce en pièce, et claquant les portes derrière lui. Arrivé dans la dernière chambre, il tombait à plat ventre sur le lit, et s'y roulait avec un rire convulsif, provoqué par une image intérieure qu'il ne pouvait maîtriser. La jeune fille avait ainsi sur lui une autorité presque sans limite. C'est alors que nous pûmes remarquer chez lui pour la première fois un intérêt passionné pour les animaux. Au début, il s'agissait d'une passion d'artiste autant que de chasseur. Il éprouvait peut-être aussi, plus profondément, biologiquement, de la sympathie pour des formes de vie différentes, lui permettant d'expérimenter des registres inexplorés de l'existence. Mais par la suite, l'affaire prit un aspect autre, étrange, compliqué, essentiellement mauvais et contraire à la nature, aspect qu'il vaudrait mieux ne pas exposer au grand jour. Cela commença quand il fit couver des œufs d'oiseaux. À grand-peine et à grands frais, il fit venir de Hambourg de Hollande, de stations zoologiques africaines, des œufs qu'il donna à couver à d'énormes poules belges. C'était pour moi aussi une affaire passionnante de voir éclore des oisillons de formes et de couleurs fantastiques. En ces petits monstres dont les becs immenses, invraisemblables, s'ouvraient tout grands dès la naissance, avec des sifflements gloutons venus du fond de la gorge, en ces espèces de reptiles au corps bossu, débiles et dénudés, il était impossible de prévoir de futurs paons, faisans, condors ou coqs de bruyère. Cette semence de dragon était installée en des nids de coton, ou des paniers. Les bêtes tendaient sur des coups très minces leurs têtes aveugles, aux yeux voilés de blanc et contractaient leurs gosiers dans un piaillement muet. Mon père passait le long des rayons, en tablier vert, comme un jardinier le long de serres à cactus, et il faisait sortir du néant ces vessies closes, où la vie palpitait, ces ventres impuissants qui ne percevaient le monde extérieur que sous forme de nourriture, ces proliférations qui poussaient à tâtons vers la lumière.
Quelques semaines plus tard, quand ces bourgeons aveugles eurent éclaté au grand jour, les nouveaux habitants remplirent les chambres d'un chatoyant plumage, d'un gazouillis scintillant. Ils occupèrent les tringles des rideaux, les corniches des armoires, ils se nichèrent dans les fourrés d'arabesques et dans les branches d'étain des grands lustres. Lorsque mon père étudiait de gros manuels d'ornithologie et feuilletait les planches en couleurs, ces fantasmes semblaient s'envoler des pages pour animer la pièce de battements d'ailes bigarrées, de lambeaux de pourpre, de fragments de saphir, d'argent et de cuivre verdi. Quand il recevait à manger, il formait sur le plancher une plate bande oscillante et colorée, un vivant tapis qui, lorsque quelqu'un entrait sans précaution, se disloquait, se dispersait en fleurs volantes et finalement s'installait à bonne hauteur. Il m'est notamment resté en mémoire un certain condor, énorme oiseau au cou sans plumes, à la face ridée et couverte d'excroissance. C'était un ascète maigre, un lama bouddhiste, qui conservait dans tout son comportement une dignité imperturbable et observait le protocole rigide de sa noble race. Lorsqu'il se tenait en face de mon père, figé dans une attitude sculpturale de divinité égyptienne, l'œil tiré par une taie blanchâtre qu'il déplaçait pour couvrir sa pupille et s'enfermer dans la contemplation de son auguste solitude, il me paraissait, avec son profil de pierre, le frère aîné de mon père. Corps, tendons, peau dure et plissée, c'était le même tissu, c'était le même visage, osseux et desséché, les mêmes orbites profondes à la cornée épaissie. Même les mains de mon père, longues, maigres, noueuses, avec des ongles très bombés, ressemblaient quelque peu aux serres du condor. En voyant ainsi l'oiseau endormi, je ne pouvais chasser l'impression d'être devant la momie de mon père, réduite par dessiccation. Je crois que cette ressemblance extraordinaire n'avait pas échappé non plus à ma mère, bien que nous n'ayons jamais évoqué ce sujet. Il est caractéristique que le condor et mon père utilisaient le même vase de nuit. Tout en continuant à faire couver de nouveaux spécimens, mon père organisait au grenier des noces d'oiseaux. Il amenait des prétendants, attachait dans les recoins et dans les brèches des combles, des fiancées aimables et langoureuses. Finalement, le toit de la maison, un vaste toit de bardeaux à double pente, devint une véritable auberge de volatiles, une arche de Noé rassemblant toutes sortes d'oiseaux des pays lointains. Longtemps encore après la liquidation de cet élevage, cette tradition de notre maison se maintint parmi la gent ailée. Au moment des grandes migrations de printemps, des nuées de grues, de paons, de pélicans s'abattaient sur la toiture. Après une courte et éclatante période, cette belle entreprise prit une tournure fâcheuse. Il apparut en effet nécessaire de transférer mon père dans 2 mansardes qui servaient de débarras. Dès le point du jour, on y entendait les piaillements conjugués des oiseaux. Comme une caisse de résonance amplifiée par les vastes étendues des combles, ces pièces retentissaient des bruits de chants, de battements d'ailes, d'appels amoureux et de gloussements. C'est ainsi que, pendant plusieurs semaines, mon père demeura à peu près invisible. De temps en temps, il descendait dans l'appartement et nous pouvions constater qu'il semblait avoir diminué, maigri, raccourci. Perdant le contrôle de lui-même, il lui arrivait de s'arracher de sa chaise et, agitant les bras comme des ailes, d'émettre un chant prolongé tandis que ses yeux se voilaient. Après quoi confus, il riait avec nous et essayait de tourner la chose en plaisanterie. Un jour, au cours d'une période de grand nettoyage, Adèle surgit inopinément dans son empire ailé. Plantée sur le seuil, elle se tordit les mains devant l'odeur fétide qui s'élevait des tas d'excréments couvrant le plancher, les tables et tous les meubles. Sans hésiter, elle ouvrit la fenêtre, et à l'aide d'un long balai-brosse, elle se mit à asticoter les volatiles. Il s'éleva un terrible tourbillon de plumes et d'ailes, un orage de piaillements. Telle une ménade en furie derrière les moulinets de son thyrse, Adèle dansait la danse de la destruction. Aussi effrayé que les oiseaux, mon père, battant des bras, essayait lui aussi de s'envoler. Le tourbillon ailé s'éclaircit peu à peu, et sur le champ de bataille, il ne resta finalement plus qu'Adèle, haletante et épuisée, et mon père, la mine affligée et honteuse, prêt à toutes les capitulations. L'instant d'après, mon père descendait lentement de son domaine, homme brisé, roi en exil, qui avait perdu son trône et son royaume. Et c'est la fin de la nouvelle Les oiseaux. Nous passons à l'outro de ce live, chers amis. Waouh. Là où, dans la première nouvelle du soir, donc dans la nouvelle août, il y avait vraiment quelque chose de très
beau et de très imagé, de très coloré, de très lumineux, chaleureux presque. Euh, il y avait vraiment toutes ces images-là. Dans les nouvelles suivantes, à savoir la visitation et les oiseaux, c'est devenu beaucoup plus sombre. Et mais en même temps, c'est très intéressant, je trouve. Je trouve ça vachement bien. Je réitère ce que je disais dans la pause de tout à l'heure. J'ai l'impression que ça forme une espèce de fresque quand même, ce recueil de nouvelles, dans le sens où ça pourrait vraiment, enfin comment dire, août pourrait vraiment être le début de la visitation, et la visitation pourrait vraiment être le début des oiseaux. Enfin, la visitation et les oiseaux est particulièrement liée d'ailleurs, puisque bah voilà, il y a le personnage du père qui est très très présent, et puis toujours ce narrateur interne, etc. Donc ouais, de toute manière, c'est très très lié. Les nouvelles sont très interconnectées, je trouve. Même dans les lieux et dans les, comment appeler ça, les la temporalité entre guillemets. Voilà, on voit qu'il y a une suite logique quoi. Au début de août, on commençait en juillet. Après, on est allé à août. Après, on a vu qu'on est parti sur l'automne, sur l'hiver. Il y a vraiment une logique temporelle. Enfin, voilà, il y a vraiment une suite. Ça a été travaillé vraiment comme un ensemble, quoi. Et je trouve ça vachement intéressant, ce quotidien, entre guillemets, dépeint à diverses périodes. Toujours de très belle manière. Et en même temps, des passages très perturbants, très à la limite du mystique et du fantastique, et à la limite aussi de la folie, de la démence, du sombre, du glauque, parce que la description qu'il peut faire du père peut être presque dérangeante, quoi. On se dit, merde, mais est-ce qu'il a vraiment vécu ça? Est-ce que il a vraiment vécu ces épisodes de quasi-folie de son père, etc. Enfin, ou est-ce qu'il imagine? Et est-ce que c'est ouais, de la, comment dire, de la transcription de la personnalité du personnage? Ça serait intéressant aussi. Ça serait même très fort. C'est d'utiliser toutes ces images, etc. pour transcrire un peu le sentiment ou le caractère bah, du père, en fait. Enfin, il y a quelque chose de très très particulier, très très dérangeant, je trouve. Enfin, dérangeant. Je sais pas si dérangeant c'est le mot, mais. Mais il y a quelque chose d'intéressant dans tout ça. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Puis ouais, les mélanges des phrases très très jolies et des phrases très très glauques, très sombres. Je trouve ça vachement cool. Ça part sur plein de choses différentes, plein de thèmes différents. Euh... Ouais, et puis, enfin, je sais pas, il y a des phrases qui sont, je vais pas dire des punchlines parce que c'est pas le cas, mais des phrases qui sont marquantes, quoi. Il y a des phrases qui, genre là, je retombe sur cette phrase et je me dis, ah ouais, elle était bien cette phrase. Genre, nœud après nœud, il se détachait de nous. Point après point, il effaçait les liens qui l'unissaient à la communauté des humains. Je sais pas. Je trouve que le style de Bruno Schulz m'a vraiment conquis. Il y a vraiment quelque chose que j'adore. D'ailleurs, la dernière nouvelle qu'on a lue ce soir était traduite par quelqu'un d'autre. C'était traduit cette fois par Georges Cidre. Donc voilà, on a changé de traducteur, mais ça reste toujours aussi bien. Et d'ailleurs, dans Les Oiseaux, il y avait aussi une image, enfin il y en a plein partout, mais il y avait aussi une image que j'avais trouvée très très bien trouvée, et j'étais en mode, waouh, c'est trop bien. Je vais pas la retrouver bien sûr, mais... Ah oui, si, ce délire de dire que les oiseaux, enfin que les corneilles, c'est des feuilles noires d'arbres volants, enfin, je sais pas, enfin, tout ce passage-là de toute manière, c'était vachement beau. Moi, je vais le dire encore, mais les ramoneurs ne pouvaient se débarrasser des corneilles qui, vivantes feuilles noires, s'établissaient le soir sur les branches d'arbres auprès de l'église, s'en arrachaient en battant des ailes, puis revenaient s'y coller, chacune à sa place habituelle, pour s'envoler en bande le matin, tourbillons de fumée obscurs, flocons de suie ondoyants et fantastiques, qui tachaient d'un croissement inégal les raies jaunâtres de l'aube. Et ouais, ça pareil, je poursuis juste la phrase d'après, parce que pareil, typiquement ce que je vous disais tout à l'heure, euh, il prend des images et des angles très bizarres pour ces images, quoi. Il fait des comparaisons et des métaphores totalement inattendues, qui pourraient être à la limite du ridicule, et qui pourtant passent super bien et décrivent exactement le sentiment qu'il veut donner. Comme les jours s'étaient durcis de froid et d'ennui, comme des pins de l'an passé.
On les entamait avec de mauvais couteaux, sans appétit, dans une somnolence paresseuse. Je sais pas, je trouve ça vachement intelligent en fait. Je trouve ça vachement intelligent. Donc voilà, pour le moment, pour moi, c'est une très bonne surprise, les boutiques de cannelle de Bruno Schulz. Je suis très heureux d'avoir commencé cette lecture en votre compagnie ce soir. Pour le moment, je suis vraiment fan. Je pense que je vais aller jusque là, ouais. Parce que franchement, bah ça m'étonne, mais ouais, j'ai trouvé ça dingue. J'ai trouvé ça dingue, j'ai trouvé ça très très bien écrit. Et surtout, bah, comme je le dis depuis le début de ce live, son style m'a conquis. Je trouve que dans son style, il y a quelque chose de vachement fort, quoi. Et les images qu'il trouve, comment dire, les figures, les métaphores qu'il emploie sur des sujets et des domaines qui sont pas quelque chose d'évident. Je sais pas, c'est comme s'il avait une bonne intuition, entre guillemets, de ce qu'est la vie. Enfin, je sais pas, c'est bizarre ce que je dis là, mais c'est comme s'il avait une intuition de voir des choses que d'autres gens ne voient pas. C'est souvent ce qu'on dit, que les auteurs ou les poètes voient des choses que les autres ne voient pas, etc. Je trouve que c'est rarement vrai, mais bon, bref. En tout cas, quand il n'y a pas le style avec, bah, ça n'a pas forcément d'intérêt, je trouve, parfois. Mais là, je trouve qu'il y a et le fond et la forme, même si la forme est plus importante, je pense, dans son œuvre, hein, parce que bon, le fond, voilà, il n'y a pas une histoire suivie, etc. Mais malgré tout, le fond et la forme me plaisent bien tous les deux, et je trouve que la forme nourrit très bien le fond. Enfin ouais, je trouve ça vraiment cool. Vraiment, vraiment cool, j'ai hâte de lire la suite. La suite, ça sera donc mardi, à 21h, et on lira donc 3 nouvelles encore une fois. Nous lirons Les Mannequins, Traité des mannequins ou la seconde genèse, et fin du traité des mannequins. Vous comprenez que je fasse les 3 dans le même live parce que ça a l'air d'être bien lié. Donc voilà, ça sera mardi à 21h. Au final, le live aura duré quelques temps. Bon, c'est pas le plus long des lives que j'ai pu faire, mais bon, de toute façon, je m'en fous de la taille. Tout ce que je veux, c'est que ça soit cohérent en termes de sens. Donc voilà. Je pense qu'on va maintenir ce format sur cette lecture, ça sera pas mal. Et du coup, Industrias, bonsoir et bienvenue sur ce live, j'espère que tu vas bien cher ami, même si c'est la fin du live. Ça parle de mannequins, ouais, tout à fait. Mardi, ça sera le sujet a priori principal de la soirée. 3 nouvelles sur les mannequins. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais à voir. Sur ce, je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée, une bonne nuit, merci d'être passé. Dimal, une fuine, Zikael, Industrias, ça me fait plaisir de vous recevoir. Dimanche, on se retrouve à 21h pour la suite de la découverte de l'univers de League of Legends. Bah sinon, ça sera mardi pour la suite des boutiques de cannelle de Bruno Schulz. Bonne soirée, bonne nuit à tous. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine découverte ou une prochaine partie de gaming. Bye bye!